Yo, c'est Noémie et bienvenue dans mon wrap-up du mois d'août. Comme d'habitude, on va commencer par quelques statistiques. En août, j'ai lu 10 livres, 4 en version papier, 3 en version audio, 3 en version numérique et je n'ai fait aucune lecture mixte média. Pour un total de 3069 pages, dont 26 heures d'écoute. J'ai fait un abandon, 3 lectures 3 étoiles, 4 lectures de 4 étoiles, 2 lectures 5 étoiles dont un coup de cœur pour une moyenne de 4 étoiles, à laquelle je m'attendais pas parce qu'avec 3 étoiles et un abandon, je pensais que la moyenne serait un peu plus basse, mais a priori non, ce qui est plutôt cool. J'ai commencé le mois d'août avec 154 livres dans ma pile à lire, j'en ai lu 7, je parle de ma pile à lire physique là, hein. J'en ai lu 7, j'en ai enlevé 2, j'en ai ajouté 3. On est donc au 1er septembre à 148 livres dans ma pile à lire physique, contre 210 au 1er janvier. On est toujours sur la bonne voie. Plutôt que de vous donner mes avis sur les lectures que j'ai faites dans le courant du mois dans l'ordre chronologique, je vais commencer par vous parler très rapidement des lectures dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, avec par exemple les lectures du Mystery Vlog. Donc je vous mettrai le lien vers le Mystery Vlog dans la barre d'infos. Et dans cette vidéo, vous pouvez découvrir mon avis sur The Undermining of Twila et Frank, qui est le tome 2 de la série Heart and Mercy. The Undertaking of Heart and Mercy étant le tome 1 de Megan Bannon. Je lui ai mis 4 étoiles. Et vous pouvez aussi retrouver dans cette vidéo mon avis sur Sing Me to Sleep, le tome 1 de la duologie de Gaby Burton, auquel j'ai mis 3 étoiles. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien vers la vidéo du Buzzword pour le mois d'août, pour un livre avec le mot with ou avec dans le titre. J'ai lu A Deal with the Demon, A Deal with a Demon, pardon, le tome 2 de Kraken Sacrifice de Katie Roberts, j'ai dû vérifier, désolée, j'avais oublié. Je lui ai mis 3 étoiles. Pour un livre avec un moyen de transport sur la couverture, j'ai lu Une belle vie de Virginie Grimaldi et c'est mon coup de cœur pour le mois d'août, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. J'ai adoré, c'était phénoménal. 5 étoiles, évidemment. Le moyen de transport étant les planches de surf. Et pour un livre avec le mot with ou avec dans le titre plus un moyen de transport sur la couverture, j'ai lu Quand fainéantise rime avec magie de Helen Harper, qui est le tome 1 de la série Ivy Wild. Sur la couverture du tome 1 que je vous remettrai par ici, on a une voiture et le tome 1 s'appelle Quand fainéantise rime avec magie, donc ça compte. Et je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, donc je vous laisse découvrir mon avis pour ces 5 lectures en cliquant sur les vidéos qui sont dans la barre d'infos. Et du coup, je passe au reste de mes lectures pour le mois d'août. Dans ma pelle des cartes, j'étais tombée sur la case graphique et j'avais sorti Été, le 4e et dernier tome de la série Une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg. Je suis trop contente d'avoir terminé cette série que j'avais commencée il y a un bon moment. C'est une série de 4 histoires, du coup, enfin 4 histoires. On va être au niveau des 4 saisons. Et on va suivre les aventures de sorcières qui vivent dans cette petite maison dans une forêt. On va les suivre donc au fil des saisons, au fil de leurs péripéties. Elles s'occupent des animaux qui peuplent la forêt. Elles ont chacune une petite particularité, une petite spécificité dans leur pouvoir. Elles sont adorables, c'est magnifique, c'est très tendre. C'est illustré bien évidemment en noir et blanc et en couleur. Et je suis ravie d'avoir terminé cette série. Je lui ai mis 4 étoiles, c'était vraiment très chouette. Le style de l'autrice est très beau, même si elle s'adresse aux plus jeunes, c'est facilement accessible à partir de 8 ans. J'ai trouvé que la fin était un petit peu rapide, mais très satisfaisante, donc je suis vraiment contente que l'autrice termine sa série là-dessus. Et à la fin de l'ouvrage, on a en plus quelques illustrations, quelques croquis, des esquisses du processus de création de l'autrice, et je trouve que ça apporte un vrai plus. Donc lisez cette série, si vous ne la connaissez pas, lisez-la avec vos enfants, vos neveux, nièces, les petits voisins. C'était vraiment très chouette. Pour un livre écrit par une autrice française, ou un auteur français, mais en l'occurrence c'est une autrice, j'avais sorti Cherche jeune femme avisée, le tome 1 de la trilogie, je crois que c'est une trilogie, de Sophie Jomain. Et c'était le dernier livre qu'il me restait à lire pour mon challenge Self-Destruct, donc les livres qui vont s'autodétruire d'ici la fin de l'année, donc je suis ravie d'y être parvenue. Par contre, je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads et j'ai pas aimé ma lecture. Je pense que 3 étoiles, c'était même un peu généreux de ma part. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Gabrielle qui, suite à des circonstances particulières que je ne vais pas vous exposer pour ne pas vous spoiler, va se retrouver nourrice des enfants d'Adrien, qui vont avoir 9 ans, qui sont des faux jumeaux, un garçon et une fille.
Et on va suivre un petit peu les péripéties de cette jeune femme, de cet homme et de ses enfants, de la famille dans son ensemble. Adrien un, est un homme, un avocat, qui a hérité de la fortune familiale, du nom et de la réputation également. Il a un manoir parisien, demeure, je sais pas comment on dit. Ouais, oui, un manoir. C'est pas vraiment un manoir, mais j'arrive plus à retrouver le terme maintenant que je cherche. Un pavillon, mais c'est pas vraiment non plus un pavillon. Bref, une grande baraque à Paris. Et donc, ouais, je sais pas quoi trop vous dire de plus au niveau de l'histoire. Gabrielle vient au départ pour un autre poste pour lequel elle a absolument aucune compétence. Du coup, Adrien refuse sa candidature, mais elle entend qu'il y a un poste de babysitter pour ses enfants qui est libre. Donc elle va revenir à la charge en lui demandant bah, vous voulez pas m'embaucher pour ce poste-là. Par contre, peut-être que vous accepterez de me prendre comme babysitter de vos enfants. Ce qui va accepter contre absolument tout sens logique. Il y a quelque chose d'un peu différent avec un des enfants d'Adrien. L'un des deux est très malade, a été très malade. Subtilité importante. Et il y a des domestiques dans la maison, des employés de maison, pardon. C'était pas le terme que je savais que c'était pas le bon terme. Des employés de maison qui sont là depuis toujours, qui ont vu Adrien grandir presque, voilà. Adrien est veuf. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une romance qui va s'installer entre ces deux personnages. Gabrielle, elle, est archéologue à la base. Donc elle a effectivement aucune compétence pour travailler dans un cabinet d'avocat, ni pour être, pas plus que pour être babysitter, mais bon, elle a 3 frères, je crois, dont elle s'est occupée, et voilà. Adrien estime a priori que ça suffit pour s'occuper de ses 2 enfants, dont l'un a été très malade par le passé. Qu'est-ce que j'ai lu? Sophie Jomain, c'était une de mes autrices préférées. Est-ce que ça l'est encore? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. J'ai lu quand même pas mal de choses d'elle, dont certaines choses qui m'ont pas spécialement plu. C'est une autrice que j'aime beaucoup, mais disons que je vais pas en attendre grand chose à partir de maintenant. Pas pour être spécialement méchante ou péjorative envers ce qu'elle écrit ou elle-même, mais je préfère y aller en étant agréablement surprise par quelque chose que j'aurais apprécié, plutôt que d'y aller en espérant trouver mon prochain coup de cœur et être déçue parce que j'aurais pas aimé ce que j'ai lu. On va plutôt faire comme ça. Virginie Grimaldi, je sais que c'est une autrice auto-buy pour moi. J'achète, non c'est pas vrai, je les achète pas, mais je réussis à les lire. Pareil, j'ai beaucoup de retard dans ces publications, mais je sais que c'est quasiment à chaque fois un coup de cœur. Sophie Jomain, c'est plus compliqué. L'autrice essaie de nous faire croire au début que Gabrielle, l'héroïne, est profondément gentille, bienveillante, qu'elle s'occupe de tout le monde et que dès que quelqu'un a un problème, elle va prendre ses problèmes pour elle personnellement et porter le poids du monde sur ses épaules au nom des autres. En fait, elle est juste conne. Je suis désolée pour mon langage, mais elle est juste très conne. Elle se laisse marcher sur les pieds, piétiner. La situation s'améliore et quand la personne qui l'a piétinée par le passé revient à la charge en lui demandant de l'aide, elle lui pardonne tout de suite et évidemment elle se refait marcher dessus. J'ai détesté ce personnage. J'ai également détesté le personnage d'Adrien qui est un connard, mais... Oh, je ne... En fait, ils se sont bien trouvés, finalement, les deux. Ils se méritent l'un l'autre. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'ils restent dans leur coin, qu'ils vivent leur histoire, et qu'on ne nous la raconte pas spécialement. C'était pas intéressant, ça valait pas le coup. La seule raison pour laquelle j'ai terminé ce bouquin, c'est que ça se lit très très vite. Et alors, je sais pas, je pense que c'est le style de Sophie Jomain qui m'a happée malgré tout, parce que c'est parfois un peu drôle.
il y a quand même pas mal d'événements qui se déroulent, donc comme dit, c'est assez rapide à lire au final. Mais il y a énormément de... Je sais même pas si on peut parler de coquilles, je me souviens pas de coquilles spécifiquement, mais des erreurs en termes de... Il n'y a pas eu de correction en fait. Il y a plein d'endroits qui auraient mérité des corrections. Et puis, que ce soit en termes de forme, mais aussi dans le fond, parce que c'est juste pas possible en fait d'écrire ce genre de personnages en essayant de les faire paraître sympathiques. On est sur presque de... Je vais pas dire de la maltraitance envers les enfants, mais de l'abus de pouvoir, je sais pas si on peut dire ça. Il estime qu'en tant que père de ses enfants, bah, il a tous les droits sur eux. Si légalement c'est vrai, je pense, bah, il y a quand même des limites à l'autorité qu'il peut exercer tout en espérant que ses enfants restent heureux. Il n'y a rien qui allait. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Il y avait un vrai manque de crédibilité et de réalisme pour tous les aspects de cette histoire. C'est complètement invraisemblable. Et pour une romance contemporaine, je trouve que c'est dommage. Je lirai pas la suite, du coup. Et je suis un peu triste parce que, bah, comme dit Sophie Germain, j'ai adoré Felicity Hadcock, j'ai adoré Les Étoiles de Noces Head, j'ai adoré Quand la nuit devient jour. C'est ça? Oui, je crois que c'est ça le titre. Et d'autres de cette autrice que j'ai beaucoup aimé. Mais là, malheureusement, ça l'a clairement pas fait. Et je pense pas que ce soit juste un problème de ça l'a pas fait avec moi. Je pense qu'il y a vraiment un souci dans la construction et dans les personnages, principalement, de cette histoire. Sur le plateau de la Palle des cartes, on était tombé sur la case 5-Star Prediction. Donc il fallait que je sorte un livre de ma pile à lire dont je pensais qu'il pourrait être un coup de cœur, et j'avais sorti Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. C'est le premier tome d'une série de tomes compagnons. On peut les lire indépendamment les uns des autres, même si on retrouve parfois certains personnages. Et ma prédiction s'est avérée fausse. Mais pas de beaucoup. Je lui ai mis 4 étoiles. On est à Marseille en 1596 et les troupes d'Henri IV sont massées aux portes. Ils veulent récupérer la ville qui est pour l'instant aux mains d'un riche, je vais pas dire ecclésiastique, mais le consul. Donc le consul tient Marseille et refuse de laisser le pouvoir au roi, qui aimerait bien récupérer cette ville puisqu'elle fait partie a priori, de son royaume. Jean-Laurent Del Socorro, vous le savez, je pense maintenant, parce que je vous en parle assez régulièrement, se base sur un fait historique réel et ajoute une touche de fantaisie, de magie dans cette histoire. C'est un roman qui fait 275 pages en poche, qui est donc assez court et qui s'étale sur 2-3 jours, je pense. Alors on a quelques extraits dans le passé, mais l'histoire principale ne s'étale que sur peut-être même 1 ou 2 jours en réalité, sur la fameuse reprise de Marseille par les troupes du roi. Et on va croiser toute une caravane de personnages et on va naviguer entre une auberge, l'auberge de la Roue de la Fortune. On a une guilde d'assassins, on a des sorciers qui fuient quelque chose. Et tous ces personnages vont se retrouver du coup au centre de cette intrigue, même si parfois ils n'ont rien demandé. Alors je me suis sentie un petit peu moins impliquée dans l'histoire que pour les lectures un peu plus récentes que j'ai pu faire les romans un peu plus récents que l'auteur a pu écrire, mais ça n'en reste pas moins une excellente lecture. Jean-Laurent Del Socorro, il réussit à nous rendre attachants des personnages qui sont rarement des héros, en un laps de temps très très court, parce que, je vous l'ai dit, on est sur 2 jours, je pense, 2 jours max. Je vais vérifier, comme ça je vous dis pas de bêtises, je suis sûre. Alors, le 16 février 1596, et l'histoire se termine le 17 février 1596. Donc c'est ça, en une journée, une nuit surtout, l'auteur réussit à nous rendre attachants des personnages. Alors on va les croiser à plusieurs reprises, mais ils sont nombreux également. Les chapitres sont très courts, mais on va suivre Gabriel, Victoire, Armand, Axel et Silas, plus des personnages secondaires dont on n'aura pas le point de vue directement, mais qui sont importants, très importants pour l'histoire. Et on est sur des chapitres qui sont très très
très court. Le premier chapitre, c'est du point de vue de Victoire. Et ça s'arrête là. On a 3 pages du point de vue de Victoire. Et ensuite, on passe au personnage principal. L'ouvrage est découpé en 3 parties. On a une partie, donc la première, qui se déroule le 16 février. La troisième partie se déroule le 17 février. Et la partie du milieu, on va faire l'aller-retour entre avant, maintenant. Toujours en suivant les mêmes personnages. Donc on va découvrir un petit peu comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Pourquoi ils se retrouvent à Marseille ce jour-là. Et puis surtout, quel va être leur rôle d'ici la fin de cette histoire. Le style de l'auteur est évidemment toujours impeccable. J'adore, c'est son premier roman. Comment une personne peut sortir un premier roman d'une telle qualité? Si vous me dites que cette personne, c'est Jean-Laurent Del Socorro, je vous crois. C'était génial. J'ai adoré et j'ai très 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 hâte de lire d'autres titres de cet auteur qui clairement est devenu un de mes auteurs préférés. Ensuite, j'ai fait une petite lecture bonus qui n'était pas prévue pour un vlog et qui n'était pas non plus prévue dans ma palle des cartes, mais il me fallait un livre audio ou un livre numérique pour aller à la salle de sport et j'avais envie d'essayer d'avancer dans mes séries parce que je suis à la bourre dans ce challenge. J'ai donc lu le tome 9 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la justice de Julia Chapman. Dans cet épisode, on assiste à un mariage. Je vais pas vous dire le mariage de qui. Et il va y avoir un meurtre. Et on va essayer de mener l'enquête pour savoir qui est l'assassin, parce que c'est le frère de Delilah qui va être accusé dans un premier temps. Alors je vous dirais, ça se trouve c'est lui. Hein. Je vais pas vous dire si c'est lui ou pas, mais peut-être. Et donc on va suivre, comme d'habitude, les aventures de Samson, Delilah et du chien de Delilah qui s'appelle Calimero, qui est un braque de Weimar absolument incroyable. Dans leur enquête pour essayer de prouver l'innocence de Will, le frère de Delilah. Alors évidemment, on a une troupe de personnages secondaires absolument phénoménaux. On a un personnage qu'on connaît depuis un moment, qu'on a appris à connaître un peu mieux, surtout depuis le tome précédent, le tome 8, et qui là va prendre une nouvelle importance, donc c'est assez cool. L'équipe des détectives va s'agrandir. On a les 2 ados de l'histoire, donc il y a le neveu de Delilah et une autre ado qui vit à Bruncliffe, qui vont se greffer un petit peu à l'équipe en mode bénévolat ou à temps partiel. On a toujours les petits retraités de Feldside Court qui sont là, qui surveillent un peu tout ce qui se passe. On a toujours ce groupe WhatsApp qui a été créé dans le tome 8 pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler parce que je ne veux pas vous spoiler non plus. Donc tout le monde échange sur WhatsApp. Bruncliffe, c'est cette petite ville d'Angleterre qui a l'air absolument incroyable, charmante. Tout le monde se connaît, tout le monde sait tout sur tout le monde, et évidemment, ça a l'air d'être calme comme ça, mais je vous rappelle que c'est le tome 9, donc ça veut dire que... Alors si je vous dis pas de bêtises, l'intégralité de la série se déroule sur 18 mois. Et le dernier tome, c'est le tome 10, que j'ai fini hier. Donc je vous en reparlerai dans mon wrap-up du mois de septembre. J'ai fini la série. Donc toute l'intégralité de la série se déroule sur 18 mois. Et si je vous dis pas de bêtises... Ah non, ça c'est autre chose. J'ai confondu avec le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc voilà. Et donc il s'en passe des choses en 18 mois. On a quand même 10 romans policiers, donc ça veut dire 10 crimes. Que ce soit des meurtres, des vols, des... Voilà. Donc ouais, c'est pas de tout repos Bruncliffe au final. Alors, faut pas que je confonde avec celui que j'ai fini hier, mais non, c'est bon, a priori, j'ai bien l'intrigue en tête. Je trouve que c'est un épisode particulièrement réussi, encore une fois, même si la fin est douce amère, je vous l'ai dit, c'est le frère de Delilah qui est accusé du crime. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Si c'est pas lui, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre, mais est-ce que ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qu'on connaît? Ou est-ce que c'est un étranger? On va croiser les doigts très très fort pour que ce soit un étranger, mais est-ce que croiser les doigts suffira? Je ne sais pas. C'était vraiment chouette. J'aime énormément la logique, le côté très familial. Alors, ils ne sont pas tous membres de la même famille, évidemment, mais il y a quand même ce côté communauté. On prend soin les uns des autres. Les gens qui viennent de l'extérieur, on ne veut pas en entendre parler.
Ce qui a été très compliqué au départ pour Samson, parce que même si lui, il était originaire de Bruncliffe, certains événements ont fait que quand il est revenu, ça a été très compliqué pour lui de se réintégrer. Mais tous les personnages sont toujours aussi attachants, les décors magnifiques et familiers. Ouvrir un tome des détectives du Yorkshire, c'est un petit peu comme rentrer à la maison. C'est doudou, c'est réconfort. Je me sens bien, je sais que je vais passer un bon moment. L'autrice continue à manier l'humour et le suspense d'une main de maître, même si j'avoue que l'enquête m'a un petit peu moins intéressée, surtout parce que la personne qui est décédée, c'était pas quelqu'un de sympa. Du coup, je m'en fichais un petit peu, mais vu que c'est le frère de Delilah qui est accusé, ça a permis de donner un petit peu de piment quand même à cette enquête. J'ai trouvé aussi que certains éléments n'étaient pas assez exploités. Alors, je vais pas, comme dit, je vais pas tout vous dire pour pas vous spoiler, surtout si vous êtes en train de lire la série, mais ça concerne l'arme du crime. En tout cas, cette réflexion que je me suis faite je comprends pas pourquoi pour l'arme du crime, l'autrice n'a pas exploité cette possibilité, cette éventualité. Et ça m'a tenu quasiment tout au long du bouquin parce que l'élément qui concerne la potentielle arme du crime est mentionné quasiment au chapitre 1, avant même que le meurtre n'ait lieu. Et en fin de compte, il se passe autre chose. Mais jamais les personnages n'envisagent la possibilité qui aurait pu être envisagée par l'un d'entre eux, mais que l'autrice n'a elle-même vraisemblablement pas envisagée. Ouais, je sais, c'est pas très très clair. En tout cas, c'était une super lecture, je lui ai mis 5 étoiles. Et du coup, on va terminer cette vidéo sur une note pas très joyeuse, puisque vous aurez constaté que je ne vous ai pas encore parlé de mon abandon du mois. Il se trouve que c'est le dernier livre que j'ai lu en août, et c'est Cathédrale d'Hermine Lefebvre, qui est dans ma pile à lire depuis 2023, je crois, Imaginal 2022. Il était dans ma palle des cartes pour un one-shot. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Frédéric, qui vient d'arriver à Cathédrale, qui est une université de magie, un lycée de magie. On est dans une atmosphère historique, fantasy, avec une période un peu victorienne. On va avoir une quête. La reine a reçu un défi a été lancé à la reine, elle doit retrouver le cœur de Cathédrale pour prouver que le fait que les 9 duchés soient réunis sous son autorité est une bonne chose et sert réellement à maintenir la paix, parce qu'il y a certains ducs qui aimeraient retrouver leur indépendance, même si la menace d'une guerre plane. Donc on a demandé à la reine de retrouver le cœur de Cathédrale pour prouver la réelle unité du pays. Et du coup, les étudiants de Cathédrale vont tenter de se lancer dans cette aventure en espérant remporter quelque chose à la fin. Frédéric va donc essayer de retrouver le cœur de Cathédrale. Frédéric est doté de magie. C'est quelque chose qui est assez rare. Dans cet univers, ils sont assez peu nombreux à posséder un pouvoir. Et en l'occurrence, le pouvoir de Frédéric a un lien avec le métal. Il est capable de modifier les textures, transformer une tasse en assiette ou en dague par exemple. Sauf que Frédéric va faire la rencontre de Lionel à l'université. Lionel, fils de duc, je ne suis pas sûre. En tout cas, fils d'un personnage très important, héritier d'une grosse fortune et d'un titre, qui va devenir son parrain dans cette académie. Et qui cache a priori pas mal de secrets et qui en sait plus long sur Frédéric qu'il ne devrait. Ils vont du coup se lancer tous les deux dans cette histoire avec quelques personnages secondaires. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le résumer. A priori, on est du coup sur un genre de Dark Academia, ou en tout cas Academia, avec de la magie et une relation... alors je pense pas qu'il y a une relation amoureuse qui va se développer entre les deux garçons. Je me suis arrêtée à 35%. Un tout petit peu après la page 200. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est de la suite. C'est la raison aussi pour laquelle je ne l'ai pas noté. Je ne note pas mes abandons. J'estime que c'est pas juste pour le bouquin. Si ça se trouve, la deuxième partie m'aurait bluffé. Mais malheureusement, il y avait trop de choses qui n'allaient pas pour moi dans cette histoire pour me donner envie de continuer. On peut pas dire que je sois particulièrement déçue parce que j'en ai très peu entendu parler et au final je m'attendais pas à un truc absolument incroyable. Il a aussi une note relativement moyenne, notamment sur Livre Addict par exemple. L'idée est très bonne, mais l'autrice s'est concentrée plus sur la forme et le style que sur le contenu. Et malheureusement, ça se sent
parce qu'elle essaye d'avoir un langage un peu fleuri, un peu poétique, sauf qu'à certains moments, il y a un truc familier qui ressort, et pas uniquement dans les dialogues, et du coup ça casse complètement le rythme. Ce n'est pas fluide, c'est pas crédible. On sent que vraiment elle s'est donné du mal pour sortir un texte pareil, alors que si ça se trouve, si elle s'était contentée de raconter son histoire d'une manière beaucoup plus simple, dans la forme, hein, je parle bien, bah peut-être que ça aurait été plus intéressant, plus facile à lire. En plus de ça, donc je me suis arrêtée à la page 202, je crois, quelque chose comme ça, et j'avais des éléments qui débarquaient, genre, c'est seulement à la page 200 que j'apprends que dans cet univers, les gens sont capables de créer un familier, une ombre de familier. Et ça n'apparaît qu'à la page 200 et elle en parle comme si c'était naturel dans cet univers. Ce qui a priori est le cas. Mais c'est pas à la page 200 qu'il faut me l'annoncer. Si tu veux me présenter ton monde et la façon dont la magie fonctionne, il faut me le donner dès le départ, cet élément, en fait. Et ça, je trouve que c'est regrettable parce que c'est ponctué vraiment tout au long de la lecture que j'ai pu en faire, en tout cas jusqu'à la page 200. C'est récurrent qu'il y ait des éléments qui popent comme ça, de n'importe où, sans aucune explication, et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc ça faisait un peu beaucoup. En plus, j'ai pas spécialement réussi à m'attacher au personnage, je les trouve un peu trop jeunes à mon goût. Il est classé en young adulte. Donc il est a priori plutôt bien catégorisé. Mais young adulte, pour moi, ça va de 16 à 20 ans, 18, 20 ans. Et j'ai tendance à préférer les 18-20 que les 16-18. Donc bon, c'est comme ça. Ce livre n'était pas pour moi. J'espère qu'il sera pour quelqu'un d'autre. Je vais m'en séparer. Du coup, ça m'a fait terminer le mois d'août sur une lecture pas forcément exceptionnelle ou pas forcément sur une note sympa, mais c'est comme ça. On rebondit et ma première lecture du mois de septembre était plutôt cool, donc ça compense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi un cahier dans les commentaires, puisque Cathédrale est une école et que c'est la rentrée depuis 4 jours. Je vous laisse pour l'instant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous retrouve la semaine prochaine pour le Mystery Blog, il me semble. Ciao.